Le torchon brûle entre l'Union européenne et AstraZeneca. Le laboratoire s'est levé d'une réunion d'explication ce matin, en cause, entre autres, les retards de livraison. De nouvelles recrues dans l'armée somalienne sont sans signe de vie depuis peu. Leurs familles inquiètes interpellent les autorités. Des djihadistes hors d'état de nuire, l'armée malienne se vante de cette prouesse, résultat d'une opération conjointe avec la France. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. L'ambiance entre le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca et l'Europe se vicie. Le laboratoire a claqué la porte à une réunion qui le mettait au banc des accusés. Il lui a reproché le retard dans ses livraisons de vaccins. Précision. Plusieurs fois déjà, cette semaine, le laboratoire a été entendu sur les reproches de l'Union européenne. Ce mercredi encore, il a été convoqué pour donner des explications sur le retard des commandes passées et qui sont attendues pour être réceptionnées vendredi prochain. Cette fois-ci, AstraZeneca a préféré se retirer. La semaine dernière, c'était une baisse du volume à livrer qui avait fait réagir l'Union européenne. Vendredi dernier, la société AstraZeneca a informé de façon surprenante la Commission et les États membres de l'Union européenne qu'elle avait l'intention de fournir dans les semaines à venir un nombre de doses considérablement inférieur à celui convenu et annoncé. Ce nouveau calendrier n'est pas acceptable par l'Union européenne. Bruxelles conteste les explications fournies par le PDG du groupe, Pascal Soriot, dans un entretien donné mardi à plusieurs quotidiens européens et dément notamment le principe de réserver au Royaume-Uni la production des usines britanniques. Dans le contrat de précommande conclu par l'UE en août portant jusqu'à 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca-Oxford, il est mentionné que les sites de fabrication britanniques étaient une option pour l'Europe, mais seulement plus tard, précise le Français. Dans un passage publié par le quotidien italien La Repubblica, le patron insiste: « Nous ne sommes aucunement engagés auprès de l'UE, ce n'est pas un engagement contractuel. On a dit, on fera de notre mieux, mais sans garantie de réussir. » Des Somaliens seraient-ils allés combattre aux côtés des forces fédérales en Éthiopie? La question se pose dans des ménages où les familles ont constaté la disparition sans explication de leur fils enrôlé dans l'armée somalienne. Du coup, elles s'inquiètent. Reportage. Plusieurs parmi les soldats dont les familles sont sans nouvelles étaient annoncés pour être en formation en Érythrée. Mais les sources auraient indiqué que c'est plutôt en Éthiopie qu'ils ont été envoyés pour combattre dans la guerre du Tigré. Les familles ont alors entrepris des démarches pour avoir des nouvelles de leurs enfants, mais elles ne sont pas satisfaites. Mon fils Ali Ahmed Zoubaïr, 16 ans, et mon frère Omar Ahmed, 17 ans, sont de très jeunes garçons. On leur a dit qu'ils surveilleraient la prochaine Coupe du Monde au Qatar et qu'en échange, ils recevraient un salaire mensuel de $2000 US avant d'être ramenés dans leur pays. Je ne voulais pas qu'ils soient recrutés comme enfants soldats, mais ils ont été attirés et envoyés à l'entraînement sans mon consentement. Les responsables de renseignement éthiopiens m'ont confirmé avec beaucoup d'inquiétude que le gouvernement érythréen a déployé des soldats en formation somaliens dans la guerre, en précisant qu'ils ne savent pas s'il existe un accord entre les deux pays. Sur cette question, les fonctionnaires ont également déclaré que de nombreux soldats somaliens ont malheureusement été tués sur place. Les responsables éthiopiens m'ont dit que 370 soldats somaliens ont été tués. Un haut gradé somalien a confirmé à l'AFP que certaines recrues ont été envoyées se former en Érythrée. Mais ces informations à propos de soldats somaliens engagés au Tigré sont sans fondement, affirme-t-il sous couvert d'anonymat. L'affaire suscite l'émotion en Somalie et la pression monte pour expliquer le sort des disparus dans un pays qui se prépare à des élections tendues déjà plusieurs fois reportées. L'armée malienne a indiqué avoir neutralisé une centaine de terroristes et capturé une vingtaine dans une opération d'envergure
menée conjointement par les armées françaises et maliennes en janvier dans le centre du pays. Au Mali, il s'agissait de chasser l'ennemi hors de ses zones de refuge dans le secteur d'Ouentza, Ambori, Boulkessi, une région de forêts clairsemées et de brousses surplombées de massifs rocheux où sont implantés des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim ou Djenim en arabe, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. L'armée malienne a, dans un communiqué, précisé que des matériels de guerre ont également été saisis durant l'opération menée du 2 au 20 janvier. Paris avait affirmé la semaine dernière qu'une vingtaine de djihadistes avaient été tués mi-janvier par les militaires français et leurs partenaires locaux dans le nord du Burkina Faso, dans la zone dite des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Avec Eclipse, les soldats sont vraiment au cœur de la fourmilière, a souligné mardi une source diplomatique occidentale dans la capitale malienne. Paris combat les djihadistes au Sahel avec 5100 hommes déployés depuis 2013 aux côtés des armées du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Tchad, Burkina Faso et Niger. Le chef d'état-major de l'armée malienne a ordonné mi-janvier une enquête sur les circonstances de la mort de 3 djihadistes faits prisonniers pendant leur transfèrement vers un camp militaire. Et plusieurs ONG réclament une enquête indépendante sur une frappe aérienne française près du village de Bounti. Paris espère vraisemblablement que la polémique se sera estompée à l'approche du sommet de N'Djamena les 15 et 16 février, où le bilan de l'opération sera sans doute mis en avant, a déclaré une source onusienne. Et toujours au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, CNSP, organe créé par les militaires putschistes du 18 août dernier, a été officiellement dissous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Le décret signé par le président de transition Ban Dao et le premier ministre Mokhtar Ouane indique que l'organe formé par les militaires qui ont renversé en août le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement dissous. Pour rappel, un petit groupe de colonels a renversé le 18 août le président Keïta après des mois de contestation dans le pays, en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années, et annoncé la création de ce comité pour diriger le pays. Sous la pression de la CEDEAO, ils ont mis en place des organes de transition, présidence, premier ministre et gouvernement, organes législatifs, et se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections, sans pour autant annoncer la dissolution du CNSP. L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Une mission de haut niveau de la CEDEAO envoyée au Mali a dit le 12 janvier ne pas avoir à ce stade de raison de douter du respect de ce délai, mais elle a une nouvelle fois réclamé que le CNSP soit formellement dissous. Cette dissolution réclamée avec insistance par la CEDEAO intervient la veille de la visite du président Ban Dao à Paris. Le sommet du G5 Sahel aura lieu dans 3 semaines, les 15 et 6 février prochains à N'Djamena. Pour préparer ce rendez-vous, Emmanuel Macron reçoit depuis mi-janvier ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby la semaine dernière, c'est au tour du président de la transition au Mali d'être reçu ce mercredi à l'Élysée. Cette visite inattendue est un signal fort envoyé par la France aux nouvelles autorités maliennes. En Tunisie, des manifestants se sont rassemblés autour du Parlement alors que les députés ont entamé ce mardi une session sous haute tension. La plénière examine un large remaniement qui met en lumière les tensions politiques entre le président Kais Saied et le Parlement. À l'extérieur de l'hémicycle, des Tunisiens dénoncent la répression policière face au mouvement de contestation sociale. 1 millier de manifestants étaient rassemblés près du Parlement à l'appel d'une trentaine d'associations afin de protester notamment contre la stratégie de répression policière adoptée face aux violentes protestations nocturnes qui ont éclaté à la mi-janvier dans des zones marginalisées de Tunisie. Ces nuits de heurts ont été suivies par des manifestations pour réclamer notamment la libération des centaines de jeunes protestataires interpellés et une meilleure politique sociale. Mardi matin, les manifestants ont tenté de déjouer un important dispositif policier entourant l'Assemblée. Des députés ont protesté contre ce déploiement massif appelant à davantage de dialogue. Cette session parlementaire intervient au lendemain de troubles entre manifestants et la police à Sbetla, dans une région marginalisée du centre du pays, après le décès d'un jeune blessé la semaine dernière par une cartouche de gaz lacrymogène.
Les députés doivent s'exprimer sur un remaniement annoncé le 16 janvier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qui a changé 11 ministres, notamment ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Mechichi a déclaré mardi devant l'Assemblée que le but était d'obtenir une équipe plus efficace pour arriver à concrétiser ces réformes. Mais le président Kaïs Saïed a vivement critiqué ce remaniement lundi soir, regrettant ne pas avoir été consulté. Il a fustigé l'absence de femmes parmi les nouveaux ministres proposés et accusé un des ministres choisis d'être lié à une affaire de corruption et 3 autres d'être soupçonnés de conflit d'intérêts sans préciser de nom. A noter que, toujours en Tunisie, les députés ont voté tard mardi la confiance aux 11 nouveaux ministres, dont ceux de l'Intérieur, la Justice ou la Santé, en dépit des controverses sur plusieurs noms et des critiques acerbes du président de la République, Kaïs Saïed. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a assuré mardi soir que son cabinet écouterait les jeunes qui protestent. Et c'est sur ces notes que s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et merci de votre attention au programme de Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations de continent.